BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle avec Anthony Morel. Bonjour à tous, bienvenue dans De quoi je me mêle, votre rendez-vous tech incontournable du week-end sur BFM Business, en télé, en radio, sur la plateforme Tech Co, en podcast, sur YouTube. Enfin bon, vous choisissez le moyen que vous voulez, c'est votre rendez-vous du week-end. On est ravis d'être avec vous et de vous accompagner pour, comme chaque semaine, décrypter, analyser, dépioter l'actualité tech de ces derniers jours. Alors vous l'aurez compris, c'est pas vraiment François Sorel, c'est pas la même voix que d'habitude et c'est pas un clone vocal raté de François en intelligence artificielle, pas du tout. C'est juste que François, alors il n'est pas en vacances, il bosse, mais il est du côté de Seattle en ce moment, figurez-vous. Il est chez Amazon, il est en train de nous faire des reportages extraordinaires sur les robots, nouvelle génération dans les entrepôts d'Amazon. On aura l'occasion d'en reparler. Et en attendant, c'est Bibi qui fait l'intérim, Bibi étant moi-même, Anthony Morel. Vous me connaissez si vous suivez régulièrement l'émission. On va essayer de se montrer digne de la tâche. Remplacer le Big Boss, c'est pas facile. On va essayer de faire en sorte que vous soyez pas trop dépaysés. Vous inquiétez pas, c'est parti. Le hashtag des QJMM, évidemment, pour nous suivre sur les réseaux sociaux. De quoi je me mêle en deux parties, comme chaque semaine. Tout à l'heure, on sera avec Lionel Paris. Il aura plein de nouveautés à nous présenter. On parlera de la nouvelle GoPro Hero 12. On parlera de la nouvelle Livebox d'Orange. Donc, plein de nouveautés hardware. En attendant, on a notre traditionnel club de la presse IT avec un club de la presse IT VIP. Voilà, on a des invités de... Non, mais on dit ça à tous les invités, en fait. Mais c'est bien. Ça met un peu en confiance. Ça fait toujours plaisir. Alors, à ma gauche, on a Emmanuel Paquette, journaliste, grand reporter, à l'informer, s'il vous plaît, spécialiste des sujets tech et médias. Salut Emmanuel, qui vient nous voir régulièrement, sporadiquement j'allais dire, pas assez souvent, on aimerait bien le voir plus souvent dans De quoi je me mêle, Emmanuel. Et puis à ma droite, Raphaël Benteo. Salut Raphaël. Salut à vous. Journaliste chez Les Numériques, animateur également, tu testes plein de produits tech et ça tombe bien parce que là on a un gros morceau là, cette semaine. Ouais, on voulait vous parler de la sortie des nouveaux Pixel 8, Pixel 8 Pro. On en a parlé il y a quelques semaines au moment de la keynote, vous l'avez peut-être suivi avec nous d'ailleurs. 4 octobre, Google nous a promis quand même monts et merveilles. Ils sont sortis, on va pouvoir débriefer un petit peu tout ça parce qu'on a eu l'occasion de les tester. On va aussi élargir un peu le sujet. L'idée, c'était de parler de cette nouvelle génération de smartphones en fait, qui est en train d'arriver, dopée à l'intelligence artificielle. Est-ce que ça va devenir la nouvelle norme ? Est-ce que ça va devenir le nouvel argument commercial pour tous les fabricants ? On avait les iPhones, on entre dans l'ère des iPhones, les smartphones avec de l'artificial intelligence inside. Voilà, on va commencer par parler de ça. Alors, juste pour les comparer, moi je vous ai apporté les deux. Là. Je sais que tu en as un aussi. J'en ai un aussi, ouais. Tu as le Pixel 8 Pro, moi aussi. Ouais. J'ai le 7 Pro et le 8 Pro juste pour qu'on compare en termes de design pour commencer, pour dire qu'il n'y a pas de différence en gros. Vraiment, pas grand-chose, non. C'est les mêmes. Il est juste un tout petit peu plus petit, le nouveau. Il y a toujours ces capteurs photo, ce bloc photo avec une protubérance à l'arrière qui donne un look très distinctif. On aime ou on n'aime pas. En tout cas, de ce point de vue-là, ça ne change pas tellement. En revanche, ce qu'il y a à l'intérieur, là, il y a du nouveau et notamment toutes les promesses de Google sur l'intelligence artificielle, notamment au service de la photo. On nous a promis des trucs complètement dingues. Tu as pu tester, Raphaël. Alors, dis-nous un petit peu ce qui change et si tu as été convaincu. Nous, chez Les Numériques, on l'a testé. C'est un produit qui est assez haut de gamme et qui a pris 5 étoiles. Mais comme tu le dis, il y a pas mal de changements côté intelligence artificielle. On a un truc un petit peu rigolo que tu n'as pas réussi à tester du coup. Ah oui, alors c'est ça. La petite anecdote, c'est que moi, j'ai pas dû faire toutes les mises à jour, mais j'ai pas réussi à accéder à toutes les fonctionnalités. Ouais. On a un changement de visage qui peut être appliqué. Tu sais, quand on fait des photos de groupe et qu'il y a toujours des bonnes photos et ou alors une super photo, mais quelqu'un ferme les yeux sur la photo, eh bien, avec l'intelligence artificielle, tu vas pouvoir changer le visage. Celui qui a les yeux fermés, qui a tout raté, eh bien, tu vas pouvoir changer son visage en prenant le visage d'une autre photo. Ça s'intègre super bien. Et ouais, moi j'ai testé, ça fonctionne très bien. Parfois, il y a des petits bugs, il faut faire attention. Donc tu fais plusieurs selfies, en fait, c'est ça ? Tu et fais il te plusieurs montre le photos. meilleur visage pour chaque personne. C'est ça, il te prend le meilleur visage et tu peux choisir le visage que tu veux des photos précédentes. Et donc ça, c'est assez fou, ça marche assez bien. On a aussi la gomme magique qui a été vachement améliorée par rapport à l'année dernière. Donc la gomme magique, c'est ce petit outil qui te permet de supprimer des éléments sur une photo. Un truc qui était quand même réservé à ceux qui étaient adeptes de Photoshop ou tu vois de gros logiciels lourds. Et aujourd'hui, c'est disponible pour tout le monde en 2 clics sur un téléphone. Donc ça, c'est assez fou, ça marche assez bien aussi. C'est assez impressionnant pour le coup, parce que tu peux choisir même, tu cliques sur la silhouette d'une personne, même qui prend de la place sur la photo. Voilà. Et en fait, elle est instantanément effacée. Et l'IA, en fait, reconstitue ce qui est censé être derrière la personne. En fait. Exactement. Alors, c'est pareil, parfois, si tu as des fonds un peu compliqués, ça marche pas très bien. Mais si le fond est basique, franchement, ça marche super bien. Et on a aussi cette nouvelle fonctionnalité qui est arrivée cette année, qui est la gomme audio.
Et tu peux, quand tu fais une vidéo, je sais pas, dans le métro bruyante ou un concert, et tu peux focaliser maintenant l'audio, enfin la piste audio que tu veux, et supprimer tous les bruits de fond, les choses comme ça. Par exemple, si je te fais une vidéo dans le métro où je discute avec quelqu'un, eh ben, je peux focaliser sur ma voix et tu entendras tout de manière très claire. C'est très bien foutu aussi. J'ai essayé dans le métro en venant, ça marche très bien. Donc tu as été plutôt conquis, on va dire, par ces nouveautés, par rapport à la promesse qui avait été faite par Google. Franchement, ouais, il y en a d'autres qui vont arriver avec les mises à jour dans les prochains mois aussi, hein. Ils avaient promis quand tu zoomes dans une photo de manière un peu extrême, tu sais, ça te fait des images très pixelisées, très moches. Et bien là, ça va pouvoir te reconstituer les pixels et avoir une image très nette, même avec un zoom très prononcé, un peu comme dans les films d'espionnage ou de policiers, des films policiers. Et pareil, alors on verra ça si ça fonctionne bien ou pas, mais ce sera dans les prochaines mages qui vont arriver. Parce que toutes les fonctionnalités sont pas encore disponibles. Il y en a qui ont été mises alors pour certains utilisateurs dans un premier temps et qui vont arriver chez tout le monde avec des mises à jour. Enfin, tout Ouais. ça arrive en fait par mise à jour interposée, évidemment. C'est ça. Alors c'est vrai, Emmanuel, qu'on parle souvent, alors Pixel 8, enfin, Pixel, la gamme Pixel, ça fait quand même quelques années maintenant, qu'on nous promet que ça va être l'iPhone killer. Ça va être le téléphone qui est susceptible de concurrencer l'iPhone. Et j'ai l'impression que c'est un peu le jour de la marmotte, tu sais, l'histoire qui se répète. Tous les ans, on nous dit ça. Et tous les ans, commercialement, ça se vérifie pas. Là, tu crois qu'avec toutes ces fonctionnalités, là, il y a un vrai argument commercial pour faire en sorte que le Pixel soit concurrentiel? Oui, alors ça sera aux consommateurs de le dire, hein. Effectivement, s'ils vont l'acheter, massivement. Pour l'instant, ça reste quand même un peu un hobby, hein, cette activité au sein de Google. La société, elle continue à vivre à 90 95 de la publicité en ligne. Là, l'idée, c'est quand même un peu d'amortir des investissements massifs parce que pour l'instant, l'intelligence artificielle, enfin, jusqu'à présent en tout cas, elle était massivement dans le cloud et très peu dans les terminaux. Donc l'idée, c'était, on se connecte à un système, par exemple de reconnaissance vocale du type Alexa, pour Amazon dont tu parlais précédemment, du type Siri pour Apple et en fait, toute l'intelligence était dans le réseau et après on renvoie la requête sur le téléphone. Là, l'idée, c'est avec les téléphones actuels, avec ce qu'on appelle les puces, IA. Bon, après, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière ce terme, hein, il y a aussi un peu une notion un peu marketing, c'est de relocaliser un peu de calcul sur la machine qu'on a entre les mains. Alors pour ça, il y a quand même plusieurs intérêts pour la société qui donc produit ces téléphones. Bah, le premier, c'est de donner des nouvelles fonctionnalités aux consommateurs, donc avec un délai de latence beaucoup plus rapide, puisque c'est calculé directement dans le téléphone, donc on peut faire des choses quasi temps réel, ou presque temps réel. Mais surtout, il y a un aspect financier très important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Google, Apple et les autres, dans le cloud, ils sont obligés d'acheter des GPU NVIDIA, Oui. les H100 dont on parle souvent. Un H100, ça vaut 30 000 $ pièce, quoi, grosso modo. Donc plus vous avez des utilisateurs qui utilisent l'intelligence artificielle, plus il faut vous doter dans le cloud de serveurs dotés de capacités GPU qui coûtent très très cher. Puis les requêtes coûtent aussi. Et les requêtes coûtent aussi, bon ça passe par l'opérateur télécom, donc ça coûte en énergie, ça coûte en bande passante, ça coûte en calcul. Vous vous souvenez d'Elon Musk, alors j'aime pas trop citer Elon Musk, mais en l'occurrence, il avait dit, il est plus On le cite difficile... à peu près 25 fois par émission. C'est ça. Donc t'inquiète pas, reste Ok. sens-toi à l'aise, hein. Il disait, il est plus difficile aujourd'hui d'avoir un GPU NVIDIA H100 que de trouver de la drogue. Il y en a très peu, ça coûte très cher. Et donc, les entreprises, si elles peuvent faire supporter ce coût-là, en fait, aux utilisateurs, quand on achète son terminal, pour eux, c'est une source d'économie importante. C'est-à-dire, on sollicite moins le cloud, on fait plus de calculs directement sur la machine. Alors, on emballe ça avec un côté intelligence artificielle, comme ça, on est un peu tendance. Mais en réalité, c'est nous qui achetons le processeur. Donc, c'est moins cher pour Google, moins cher pour Apple. Et deux, c'est nous qui supportons les coûts, hein, c'est-à-dire l'électricité, etc. C'est pas le cloud de l'autre côté. Ah, c'est hyper intéressant. Donc, ça. il y a quand même une partie sur laquelle on transfère une partie des coûts, sans le dire, hein, parce qu'on ne va pas dire au consommateur, hein, on va vous filer un téléphone hyper cher, qui est avec quelques fonctionnalités un peu sympas, mais en réalité, c'est vous qui allez payer nos coûts de cloud, quoi. Ouais, Donc, c'est en vrai, fait, non, c'est malin, j'avais pas vu ça comme ça du tout. Mais au-delà de ça, c'est quand même pour Google à la fois une vitrine technologique et pour le grand public de dire voilà, l'intelligence artificielle, ça va vous permettre ça concrètement. Là, c'est des premières briques d'IA qui sont Oui. dans les mains du public. Il y avait ChatGPT évidemment et les IA génératives avec le chatbot, la boîte avec laquelle tu es en train de discuter. Mais là, l'arrivée dans la photo, c'est un peu ce que disait Raphaël, c'est-à-dire que jusqu'ici, tu pouvais faire ces trucs-là. Tu avais Photoshop, si tu étais un peu expert, un minimum en tout cas, tu pouvais faire ce genre de choses. Mais là, enfin, pour l'avoir testé un peu, c'est le téléphone qui te suggère, il te dit juste, ah bah là, tu veux pas supprimer Jean-Pierre? Hop, t'appuies, Jean-Pierre disparaît. Non mais, tu vois, c'est vraiment ça. Le selfie, bon, t'as une tête un peu bizarre, tu veux pas changer Ça, c'est quand même assez dingue, quoi. Non, mais il faut rien enlever au côté évolution, technique, etc. Il y a évidemment une évolution technique, hein. Tout n'est pas drivé par l'économie. Bon, moi, j'ai tendance à penser que beaucoup de choses le sont, mais bon, après, on a chacun notre déformation en fonction des titres sur lesquels on travaille. Mais en l'occurrence, oui, ça apporte des fonctionnalités. Et d'ailleurs, on s'attaque à ce qui est le plus visible aujourd'hui, c'est-à-dire la photo.
la photo, la vidéo, c'est ce qui est massivement utilisé par les gens. Donc, en fait, on rentre là-dedans. On parlera peut-être un peu plus tard aussi du fait que ça sécurise aussi, ça peut sécuriser l'accès à un téléphone via la reconnaissance faciale. Donc, faut pas enlever tout ça, hein. Ça fait partie effectivement d'éléments importants qui sont dans le téléphone et donc qui sont importants en termes de fonctionnalité pour les utilisateurs. Donc, il y a vraiment cette partie-là qui existe, hein, je gomme pas ça. Mais derrière, c'est aussi un aspect financier non négligeable Absolument. dans le cloud, quoi. Voilà, faut voir les deux parties. Tout à fait. Alors, juste sur la partie photo, je reviens à toutes les fonctionnalités dont tu as parlé. Et moi, je trouve que derrière, il y a une question qui est presque plus philosophique que technologique. C'est est-ce qu'on peut encore parler de photo, quoi? Est-ce que c'est vraiment de la photo? C'est du montage et du trucage permanent, en fait. C'est-à-dire que là, tu n'as plus une photo réelle. À partir du moment où tu la retouches, tu enlèves un petit lampadaire qui était en trop, le selfie, c'était pas la bonne tête, je remets la bonne tête. Le ciel était gris pendant mes vacances, j'appuie sur outils et ça devient bleu tout à coup. Bon, on avait déjà les filtres Snapchat et Insta, hein, évidemment, vous allez me dire c'est pas nouveau, mais enfin là c'est vraiment le truc poussé à l'extrême. Bah, c'est vrai, donc il y a effectivement un débat, et donc les photographes vont pas forcément être contents, mais en même temps, il y a ce truc-là de les modifications de photos, on fait ça depuis très longtemps. Pardon. On se souvient, on a toujours l'exemple de Staline qui effaçait des concurrents politiques sur ses photos, et ça se faisait déjà. Donc il avait un Pixel 8 Pro. Il avait un Pixel 8 Pro, évidemment. Donc ça se fait déjà depuis longtemps. On pouvait déjà, les photographes argentiques pouvaient modifier l'exposition, les contrastes, des choses comme ça, supprimer des choses. C'était juste beaucoup plus compliqué, en fait. Ouais. Et avec les outils comme Photoshop, c'est venu après sur le numérique. Et donc tout ça se fait déjà depuis un moment. Donc voilà, faut pas non plus. On pourrait aussi dire que même avec les téléphones qu'on a aujourd'hui dans nos poches, qui ont 3, 4, 5 capteurs à l'arrière, en fait, tu as déjà un trucage dans le sens où les capteurs prennent différentes photos et c'est un algorithme qui remodèle tout ça pour avoir une photo, la meilleure photo possible. Ouais. Mais là, j'ai l'impression qu'on passe un cap quand même. Ouais, c'est vrai. C'est juste ça, quoi. Ouais. Et je pense qu'il va y avoir un vrai débat parce que, alors là, on parle du Pixel 8 et Pixel 8 Pro, c'est pas pour particulièrement leur faire de la pub, mais c'est pour dire que ces briques technologiques-là, j'imagine qu'elles vont aussi inspirer les Xiaomi, les Huawei, les Honor, qui travaillent là-dessus, j'imagine, depuis très longtemps, qui n'ont pas attendu Google de toute façon, Emmanuel. Oui, effectivement. Non, moi, la crainte plutôt que j'ai derrière ça, c'est que, comme tu le disais très bien, c'est une démocratisation d'outils qui existaient, mais qui étaient très chers, qui étaient réservés à des professionnels. Là, maintenant, c'est plus du tout cher, puisque c'est intégré, enfin, en tout cas, c'est intégré dans le téléphone. Donc, on le paye sans le savoir, mais donc c'est intégré dans le téléphone, c'est facile d'accès, donc n'importe qui peut le faire. Donc ça, de ce point de vue-là, c'est plutôt intéressant. En revanche, derrière, le problème, c'est comme on rentre un peu dans le monde des fake news, des fausses informations, n'importe qui peut aujourd'hui retoucher une image et après la faire circuler sur les réseaux sociaux massivement. Si, par exemple, c'est un influenceur, tu parlais d'Instagram, Snapchat. Donc, c'est ça, en fait, c'est l'outil de pouvoir retoucher les images et de pouvoir les diffuser soi-même à grande échelle. C'est là où ça peut effectivement poser un problème dans l'accès à l'information vérifiée ou non vérifiée. Alors, je dis pas que la presse, de temps en temps, manipulait pas aussi des images, hein, ça existait par le passé. La presse féminine, par exemple, hein, qui retouchait régulièrement des images. Bon, pas que la presse féminine, parce que je ne veux pas leur jeter l'opprobre. Mais en l'occurrence, voilà, aujourd'hui, ça se démocratise et donc il y a un risque d'avoir plus de fausses informations via l'image et les vidéos. Ça, il y a un énorme sujet, c'est vrai. On le voit encore plus en ce moment avec la guerre au Proche-Orient, où c'est vrai qu'il y a une diffusion de fake news qui est énorme. Et on voit, quand on voit déjà, on va dire, la perméabilité d'une grande partie du public à des fake news classiques, on va dire comme ça, où des fois, c'est des images de vieux conflits qu'on fait passer pour des images du conflit actuel, ou même des images de jeux vidéo parfois. On dit, mais si, regardez, c'est ce qui est en train de se passer. Là, on se dit qu'avec des outils comme ceux-là mis dans la main de monsieur et madame tout le monde, forcément, ça va faire des dégâts. Ah bah ouais, clairement. Ça va être assez énorme, effectivement. Je reviens sur les specs rapidement parce qu'on ne les a pas donnés. Donc, on a sur le Pixel 8 Pro 50 mégapixels sur le capteur principal. On est sur du 4 nanomètres sur la gravure, si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est un tout petit peu moins bien sur les iPhones dernière génération. On est sur du 3 nano. Est-ce que si on doit comparer smartphone contre smartphone, puisqu'on parlait d'iPhone killer, toi qui as testé les deux, Raphaël, tu conseillerais quoi? Voilà, un consommateur entre les deux. Ah bah oui, mais si. Ah bah non, mais faut se mouiller, je sais bien. La question piège. Ah ouais, mais bon. Bah, il y a l'éternel débat Android ou iPhone, de toute façon, enfin iOS. Donc le débat, je ne vais pas rentrer dedans. Hors combat de chapelle. Voilà. Mais on reste objectif sur les deux téléphones. Honnêtement, c'est vraiment deux smartphones très haut de gamme dans tous les cas. Et je pense que qu'on aille vers un iPhone Pro Max ou vers un Pixel 8 Pro, on est très très bien. En termes de photos, c'est ce qui se fait de mieux. L'autonomie, par contre, attention, celle d'Apple est vraiment, vraiment meilleure. C'est un peu la déception sur ces Pixel 8. On a une autonomie qui est presque 10 heures en deçà des autres, selon les tests sur les NUM en tout cas. Et voilà. Mais sinon, c'est deux très très bons téléphones.
Donc c'est un bon choix dans tous les cas. Emmanuel, t'as un avis, un choix entre Moi, les j'ai deux? plutôt une question parce que je ne l'ai pas testé pour être transparent. Je voulais savoir si ça permettait les mêmes choses que l'iPhone, c'est-à-dire au-delà du système, par exemple, d'unlocker, de pouvoir avoir accès à son téléphone via la reconnaissance faciale. Est-ce que ça permet aussi de payer avec la reconnaissance faciale, comme le permet aujourd'hui à l'iPhone? Est-ce que le système de reconnaissance faciale est utilisé, donc l'intelligence artificielle, hein, Mhm. est utilisé pour d'autres choses que simplement ouvrir le téléphone? Alors moi, j'avoue que je l'utilise pas, donc je veux pas dire de bêtises. Il me semble que tu peux en tout cas avec le lecteur d'empreintes, ça c'est sûr. Et tu as de la reconnaissance faciale je aussi, pense hein, que tu en as pour aussi. le doublage, ouais, bien sûr. ouais. Et alors ouais, c'est intéressant, je rebondis sur la question d'Emmanuel, parce qu'effectivement, on a beaucoup parlé de la photo, mais en fait, quand on disait fonctionnalité liée à l'IA, c'est pas que la photo. Tu as évoqué rapidement le système pour le son, alors je sais plus comment ils ont appelé l'outil, mais où en gros, Oui. tu as du brouhaha autour de toi. Là, c'est pareil, tu appuies sur un bouton, tu as tous les sons d'ambiance qui sont supprimés, c'est de l'IA. Et puis ensuite, on a aussi l'intégration de l'IA générative plus classique à travers Bard. Ouais. Et là aussi, il y a une promesse. Alors, je suis pas sûr que toutes les mises à jour soient encore en place, mais l'idée, en tout cas évoquée par Google, c'était que tu puisses demander au téléphone de rédiger les mails à ta place, de répondre à une série de mails, ou de préparer tes prochaines vacances en mode tu lui donnes la destination, le budget, et puis c'est lui qui se débrouille complètement, quoi. Ouais. Et de ce côté-là, Google est très très fort. Ils ont une base de données qui est absolument monstrueuse sur les utilisateurs. Donc, ils peuvent entraîner leur modèle et effectivement, on aura accès à des assistants qui seront boostés par Bard, en l'occurrence, qui seront beaucoup plus puissants que ce qu'on a actuellement. Et pour le coup, côté Apple, avec Siri, ça galère pas mal depuis quelques temps. Et c'est vraiment deux politiques complètement différentes. En fait, Apple est plus dans la protection des données. On veut pas trop, même si, bon, on sait que c'est pas toujours très net, mais ils essaient de protéger les données de leurs utilisateurs, alors que Google, c'est la porte ouverte à tout. On le Ouais. sait. C'est deux politiques très différentes. Ça, c'est vrai. Mais sur Bard, juste un aparté là-dessus, mais il faut quand même qu'ils améliorent l'outil. Je sais pas si vous l'utilisez régulièrement. Moi, j'ai tenté un peu, j'étais très déçu. Hein, Ah, mais- pareil, non Mais mais c'est fou. c'était il y a combien de temps? Parce qu'il s'est vachement amélioré Oui, alors ces moi, ça dernières redate un semaines. peu. Du coup, j'y suis pas retourné. Écoute, ouais. moi j'essaye franchement quasiment tous les jours parce qu'à chaque fois je fais le comparo ChatGPT Ouais. et Bard, tu vois, et je m'en sers assez régulièrement, je le dis ouvertement, y compris pour m'aider à préparer des chroniques. Là, tu vois, j'ai fait un truc, je vous donne juste l'anecdote rapidement. Cette semaine, j'ai fait un truc sur l'utilisation de la réalité virtuelle pour les visites immobilières, tu vois. Ouais. Et donc, je lui ai demandé est-ce qu'il y a des chiffres sur le nombre d'agences immobilières qui utilisent ce genre de truc, est-ce que ça marche, etc. Et donc, Bard me fait une réponse hyper complète en me citant une étude, en me disant alors il y a une étude de l'association des promoteurs immobiliers qui estime que 20% des visites se font avec l'intelligence, avec la réalité virtuelle, etc. Bon, génial. Donc, par souci quand même journalistique, je lui dis mais où tu trouves ce chiffre de 20%? Donne-moi la source de l'étude. Il me dit étude de 2018 de l'association des promoteurs immobiliers. Donc je vais regarder, association des promoteurs immobiliers, ça n'existe pas. L'étude n'existe pas. Il n'y avait rien, tout était bidon. Mais c'est vraiment de A à Z, quoi. Et il te dit ça avec un aplomb incroyable. Ah ouais. Et donc en fait, du coup je le réinterroge et je lui dis mais en fait l'association n'existe pas. Et donc là il dit ah oui pardon je me suis trompé. Bah oui ouais, non, mais c'est vachement bien. Il a reconnu son erreur quand même. Ouais c'est ça tu vois. Non mais c'est donc comme quoi hein, vraiment méfiance si vous utilisez ces outils-là. Il y a encore des hallucinations Bien sûr. complètement folles. Mais effectivement ça va faire partie des nouveautés. Alors si on élargit un petit peu le spectre, effectivement les fonctionnalités d'IA qui s'intègrent dans les smartphones, ça va être la grande tendance là dans les mois qui viennent. Tous les fabricants vont s'y mettre. Mais il y a aussi, on parlait de ChatGPT. Même OpenAI a des ambitions. Hein. Ils ont dit qu'ils voulaient lancer alors ils disent ça, un iPhone de l'intelligence artificielle. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Tu t'imagines un truc, toi, Emmanuel? Non, pas du tout. Alors après, ce qui a fait un peu fantasmer tout le monde, c'est l'équipe qui est derrière. C'est-à-dire d'un côté, Jonathan Ive, qui est quand même le designer star, enfin l'ancien designer star de chez Apple. Donc on se dit, bon, bah, qu'est-ce qu'ils vont sortir? De l'autre côté, Sam Altman, donc à la tête d'OpenAI, donc tu parlais de ChatGPT. Donc on a le meilleur designer de téléphone, la meilleure IA, en tout cas générative, actuellement, en tout cas, de ce qu'on en sait, donc ChatGPT. C'est les Power Rangers de la tech, quoi. Exactement. Ouais, Et puis de l'autre côté, le financement, parce qu'il faut bien un peu d'argent pour financer tout ça. Et donc là, on a SoftBank qui est prêt à mettre des milliards pour financer ce projet. Donc c'est vrai que sur le papier, on voit ça, on se dit, oula, ça peut faire mal. Bon, il se trouve que quand même, Sam Altman et non, c'est Jonathan Ive a déjà financé une société. On a vu des vidéos, je ne sais pas si vous les avez vues, qui étaient assez étranges, de quelqu'un qui avait développé, des anciens d'Apple, qui ont développé un téléphone sur lequel il n'y a pas de téléphone. Donc c'est Ah un ouais petit rétroprojecteur qui est mis sur le... Si. Voilà, et qui Le projette... Humane. Voilà, exactement, Je Humane. vois très bien. Et qui projette le téléphone sur la main. Et donc, on reçoit l'appel sur sa main, on peut discuter comme ça, donc il n'y a plus de téléphone. Et on voit bien que c'est un peu la logique d'Apple. L'Apple, ils font disparaître petit à petit le maximum de fonctionnalités. L'iPhone, il diminue de taille de plus en plus. Donc on voit bien que, naturellement, l'idée, c'est de faire disparaître le téléphone.
Et donc pour ça, on a besoin, alors là, je reviens en arrière, c'est-à-dire beaucoup de puissance dans le cloud et un appareil en fait avec très peu de fonctionnalités. Ouais. Donc c'est à l'inverse de ce qu'on voit aujourd'hui sur la téléphonie mobile, où on voit un peu plus de processeurs spécialisés dans l'intelligence artificielle, un peu moins de recours au cloud. Donc on voit que c'est un peu la machine arrière. Donc on ne sait pas entre ces deux visions-là, qu'est-ce qui va gagner en réalité. Ah, ça va être hyper intéressant. Ça, c'est la bataille du form factor. C'est-à-dire, est-ce que finalement, le smartphone ne va pas devenir obsolète dans un monde où l'intelligence artificielle nous permettra de piloter les objets autrement? Et c'est vrai que alors, je le décris parce que j'en ai une image très précise. Ils l'ont présenté il y a quelques semaines à la Fashion Week de Paris. Ce petit, c'est une sorte de pins, en fait, c'est un gros Oui, badge, en c'est fait, ça. hein. Donc que tu peux accrocher à une chemise, par exemple. Et effectivement, en fait, on le pilote à la voix, c'est ça, hein, Exactement. Ouais. et il va projeter en plus des informations. C'est étonnant. Tu crois, toi, à la fin du smartphone, à un moment, peut-être à cause de l'IA, on va peut-être réimaginer effectivement ce qu'est l'interaction entre l'homme et la machine? Ah peut-être, ouais. J'avoue que je connaissais pas ce petit appareil dont vous parliez là, mais effectivement, je pense qu'on l'a vu au fil du temps, on a des usages qui apparaissent et qui disparaissent. Qui aurait pu penser il y a quelques années qu'on aurait des smartphones ultra connectés comme ça, et donc il y aura sans doute un changement de paradigme, si je veux dire, utiliser un grand mot, mais ouais. Ça pourrait être, alors ça peut être ça, Humane, ça peut être aussi des lunettes, hein. Il y a plein Oui. de fabricants qui reviennent à l'idée originelle des Oui. Google Glass, mais on peut se dire qu'avec l'IA, ça pourrait peut-être aller un peu plus loin. Bah, il y a quand même, oui, 2 sociétés qui, poussent toujours les lunettes, hein. C'est, d'une part Meta, puisqu'ils ont annoncé une nouvelle version, des Ray-Ban, connectés, Mmh. qui pour l'instant n'ont pas été un énorme succès quand même. Non, c'est Non, clair, c'est vrai. c'est clair. Et puis Enfin, là, il n'y a pas vraiment d'IA dans leur Ray-Ban connecté, c'est pas... Bah, en fait, comme c'est connecté au cloud, donc Ouais. probablement que c'est utilisé en déporté. C'est pas dans les lunettes, parce que dans une lunette, on peut pas trop faire de calcul. Enfin, disons que c'est compliqué. Puis de l'autre côté, Snapchat avec les Spectacles, qui là aussi n'a pas été un grand succès depuis le premier produit qui est sorti en 2017, je crois. Ouais. Ils en ont fait 3 versions. Bon, pour l'instant, ça Ouais, reste limité, hein. il y a toujours ce problème d'intrusion aussi dans la vie privée des gens, c'est-à-dire avec les caméras qui peuvent filmer n'importe quoi. Ouais. Je lisais un article dans je sais plus quel canard américain cette semaine, justement, parce qu'il y a plein de projets qui, avec l'intelligence artificielle, veulent faire revivre ces lunettes avec de la réalité augmentée éventuellement. Et ils appelaient ça le retour des glass holes. Tu sais, c'était le surnom des gens qui portaient les lunettes. On les appelait les glass holes, mélange de glace, lunettes et assholes, parce qu'effectivement, les mecs Tu étaient n'as pas, très... t'as pas traduit ce terme-là. Non, j'écoute. Je me suis dit, notre public est anglophone. C'est un terme pas très sympathique. Ouais, on comprendra de lui-même. Voilà, on comprendra. On a compris que c'était pas très sympathique en tout cas. Mais c'est vrai, c'était ce truc de, en gros, avec tes lunettes, tu pouvais filmer n'importe qui. Enfin, c'était très Oui. intrusif dans la vie, C'est vrai. des gens, quoi. Donc il y a aussi des questions Puis il y a des gens qui s'étaient fait taper. qui s'étaient fait taper. Ouais. Ouais, Ah ouais, on avait vu des images où effectivement, parce que tout le monde se sent du coup espionné dans la rue, photographié ou éventuellement même reconnu facialement, puisqu'on peut croiser quelqu'un dans la rue et faire. Bon, ça, tout avait été bloqué hein, technologiquement, mais on pourrait reconnaître n'importe qui à n'importe quel moment, donc, potentiellement, via l'intelligence artificielle. Donc ça pose quand même des grosses questions de Clairement. vie privée. Alors en attendant, là on s'est un petit peu éloigné, ou en tout cas on s'est projeté, mais si on revient à nos smartphones et à l'intégration de l'intelligence artificielle dans les smartphones, ça va se faire aussi par l'écosystème applicatif. Et on parlait d'OpenAI, ChatGPT, il y a une nouvelle fonctionnalité qui est arrivée ces derniers jours en France, qui s'appelle GPT Vision, où en gros on a donné des yeux à ChatGPT, hein, c'est vraiment ça. Mhm. Et où concrètement, on va pouvoir pointer son téléphone sur n'importe quel objet et on va en avoir une analyse et des informations contextuelles. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le tester. Qui peut nous dire un peu à quoi ça va servir concrètement et est-ce que c'est une révolution? Bah, moi, j'ai trouvé ça assez fou. On l'a essayé et je crois que Bard propose aussi une fonctionnalité similaire. En fait, tu prends une photo de quelque chose et tu peux poser des questions à ChatGPT pour lui demander, je sais pas, moi, tu prends. On avait vu l'exemple de quelqu'un qui voulait changer sa selle de vélo. Il prenait une photo et il demandait à ChatGPT comment je fais pour changer ma selle de vélo. Et ChatGPT t'explique. Tu peux même prendre ensuite une photo un peu plus proche pour vérifier le type de vis qu'il y a dessus. Et il va te dire, alors vous avez besoin là d'une clé Allen. Après, on prenait la photo d'une boîte à outils. Est-ce que j'ai les bons outils pour changer ma selle? ChatGPT te dit oui, c'est bon, là vous avez une clé Allen. C'est vraiment, c'est impressionnant en vrai. C'est fou. Ouais, c'est ouais, fou. c'est assez fou. Sauf s'il se trompe. Oui, Sauf alors, si- oui, parce que C'est que ouais, là, on va tout péter avec sa clé en disant mais pourtant j'ai la bonne clé. Et c'est donc, la faute à ChatGPT. Voilà, c'est exactement. J'ai cassé mon vélo. Non, mais c'est quand même, c'est vrai que enfin, là aussi la promesse est assez dingue. Il faudra voir un peu la réalisation concrète. Oui, parce qu'il va forcément y avoir des faux pas au démarrage, comme on en a vu sur Midjourney, ChatGPT, Oui. vous savez, avec les photos, avec les personnages avec 5 ou 6 doigts, donc on pouvait repérer assez rapidement que c'était une intelligence artificielle. Maintenant, c'est vrai que ça s'améliore très vite, hein. Ouais. On voit les défauts qui sont petit à petit gommés. Donc au début, on s'en moque un peu, après on s'en inquiète.
puis peut-être après ils vont prendre notre boulot, mais on voit l'évolution très rapide quand même de ce genre d'intelligence artificielle. Ouais. C'est-à-dire que demain, on sera tous avec nos smartphones devant nous, tu vois, à analyser tout ce qui se passe devant nous. Tu avais un autre exemple qui était montré dans les vidéos de démo, c'était avec un frigo où tu pointes du doigt, tu Oui, c'est pointes avec vrai. ton téléphone les aliments dans le frigo, il te propose des recettes. Ouais. Alors ça peut sembler très futile comme ça, mais il y a aussi une autre application qui s'appelle Be My Eyes, qui est à destination des malvoyants et des non-voyants, enfin des malvoyants surtout, qui intègre du GPT à l'intérieur et où en gros tu vas pouvoir, quand tu es malvoyant, tu pointes par exemple le litre de lait dans ton frigo, on va te dire s'il est périmé ou pas, ou ce genre de truc. Enfin, c'est aussi des choses qui peuvent changer la vie, quoi, concrètement. Ça va être. Ouais, exactement, surtout avec un téléphone, on a toujours sur soi. Quoi. Donc là, il n'y a pas. Parce qu'avant, tu sais, on nous a longtemps parlé du frigo connecté. Bon, on l'a jamais vu arriver. Sur tous les CES. Ouais, tous les CES, voilà. Le frigo qui allait passer la commande à ta place parce qu'il allait voir, etc. En réalité, on voit que c'est pas le frigo qui va devenir intelligent, tout va passer très probablement par le smartphone ou une évolution du smartphone. Et le frigo restera probablement stupide, lui. C'est Mais vrai. tout sera déporté ailleurs. Quoi. Mais c'était très pratique pour les journalistes quand même, le frigo connecté. Parce que C'était des quand belles tu étais histoires. en rate de sujet, C'est ça. tu avais toujours l'histoire On du sortait le frigo frigo. connecté. Il y a eu la machine à café aussi. Ah, là, t'as la machine à café aussi. Non, mais c'est vrai, c'était des bons trucs, mais là, on va oublier maintenant. Tiens, alors une autre fonctionnalité liée à l'intelligence artificielle. Alors c'est vrai, on n'a pas parlé de Lens, qui est aussi intégré évidemment par défaut. Google Lens était déjà très fort. Hein. Il était déjà très fort. Il est pas mal mis en avant aussi dans les nouveaux Pixels. Et pour moi, Lens, alors je sais pas pour vous, hein, c'est une des applications les plus sous-exploitées, je trouve. Enfin, moi, tous les gens autour de moi, je connais personne qui utilise régulièrement Lens, alors que tu peux faire des trucs absolument incroyables. Un peu ce qu'on vient de décrire en fait avec GPT Vision, peut-être un petit peu moins puissant, encore que. Mais tu as des trucs assez dingues avec Moi, je l'ai beaucoup utilisé il y a quelques mois quand j'étais en voyage à Taïwan et pour traduire n'importe quel menu, panneau que tu comprends pas, en fait, qui est en chinois, et tu mets Google Lens devant, il te traduit en temps réel, même si c'est un tableau écrit à la main sur de la craie, et ça te traduit tout en temps réel. C'est fou, ça marche trop bien. Quoi. Et alors, tu m'offres la transition parfaite, puisqu'on parle de traduction, avec toujours de l'intelligence artificielle, mais qui sert à traduire non pas du chinois, mais des papyrus de l'Antiquité. Et faut que tu nous faut que tu nous expliques un petit peu cette histoire. Un étudiant, c'est ça, qui a utilisé un algo pour traduire des textes anciens. En fait, tu as une équipe de scientifiques qui a lancé le Vesuvius Challenge, qui est un concours qui est ouvert à tout le monde, et qui vise à essayer de décrypter des papyrus qui ont été complètement brûlés par l'explosion du Vésuve, donc à Herculaneum, donc au même endroit, à côté de Pompéi aussi, et donc ces papyrus qui sont encore enroulés, qui ont brûlé et qui sont enfermés dans de la cendre et de la boue, qui sont tellement fragiles qu'on ne peut pas les manipuler. Et donc, depuis quelques années, il y a des scientifiques qui arrivent à scanner ces papyrus pour essayer de détecter des traces d'encre. Et parfois, ça marche très bien. Le problème à Herculaneum, c'est que l'encre est très difficilement visible. Et donc, des équipes en l'occurrence, un étudiant a réussi, en entraînant un modèle avec le deep learning, a réussi à détecter des endroits et faire apparaître de l'encre petit à petit. Et c'est le premier à avoir réussi sur un de ces papyrus. Il a gagné quand même $40 000, donc c'est pas mal. C'est quand même pas mal. Et il a décrypté une suite de 10 signes. C'est le premier à avoir réussi. Donc c'est un mot, en l'occurrence, c'est, je crois, la couleur violette qu'il a réussi à décrypter. Et donc ça lui a valu ce prix-là. Et il y a encore quand même le grand prix à gagner, qui est de $700 000. Ah bon, mais c'est pas rien. Hein. Là, il faut que tu décryptes un peu plus quand même. C'est 4 passages de environ 150 signes, je crois. Ah ben maintenant qu'il a fait ça, il va continuer là. J'imagine qu'il va continuer. Et je pense qu'il y a pas mal d'équipes qui sont sur le sujet. Vous avez jusqu'au 31 décembre pour participer et réussir. Alors évidemment, c'est révisé par des pairs, des équipes de scientifiques, etc. Vous ne pouvez pas y aller comme ça. Donc c'est des modèles qui ont été entraînés sur des détections de petites craquelures, de choses comme ça, pour dire ah tiens, ça c'est peut-être une lettre. Et à force d'entraînement, l'intelligence artificielle a reconnu des lettres, des signes et des mots à la fin. C'est marrant parce que l'étudiant a été interviewé, alors j'ai vu l'histoire comme toi, et en fait il raconte le eureka moment, tu sais, le moment où en fait son modèle de son algorithme a détecté les lettres, et donc il les a découvertes, tu sais, et il a dû avoir ce truc, il a dû se prendre pour Champollion, tu sais, ça y est, je l'ai déchiffré, ça doit être incroyable comme moment. Ouais, la vraie question, c'est si l'algorithme se trompe, qui peut le vérifier ? Puisqu'on n'a pas accès au manuscrit tel qu'il était, donc s'il y a des erreurs, etc. Donc c'est vrai que je me demande, même scientifiquement, comment ils arrivent à savoir que la traduction est bien la bonne traduction et ce qui a été découvert est bien ce qui devait être inscrit au départ sur le papyrus. Ouais, c'est une bonne question, effectivement. J'imagine que ça doit être effectivement validé d'un point de vue scientifique, avec des revues de pairs, etc. Mais ouais, ça doit être assez compliqué, effectivement, à vérifier. Alors, on voulait terminer, il nous reste encore quelques minutes, sur cette thématique autour de l'intelligence artificielle. Pour se dire que la France avait une carte à jouer, peut-être,
Ou peut-être pas. On va voir avec toi. On va voir avec toi, Emmanuel. Parce qu'on dit ça tout le temps. Moi, c'est mon côté un peu chauvin, patriote, et voilà, et j'assume. C'est vrai qu'on a une excellence française dans le domaine de l'intelligence artificielle. Alors, on n'est pas très bon sur les smartphones, ça c'est vrai, mais peut-être que les briques technologiques dont on vient de parler, la France a clairement une carte à jouer. Et tu nous parles d'une start-up française qui a attiré l'attention d'un géant américain et qui se fait avaler en fait. C'est ça, exactement. Donc alors on peut le voir de deux manières, hein. On peut se dire c'est super, c'est l'excellence française qui est reconnue par des grosses entreprises américaines avec des gros moyens financiers. Ça c'est le côté pile. Le côté face, c'est là je me mets dans les habits d'Anthony Morel, c'est dommage, on avait une pépite française et finalement elle part à l'étranger. Bah oui. Et effectivement, ce qui est un peu étrange, c'est que cette startup, donc Grey Matter Labs, Grey avec AI qui veut dire intelligence artificielle en anglais, comme vous l'aurez noté, Évidemment. avait développé donc une puce avec TSMC, donc c'était le fondeur taïwanais qui créait cette puce. C'est une puce d'intelligence artificielle pour l'embarquer. Et l'embarquer, puisqu'elle a une très faible consommation énergétique, c'était une puce qu'on appelle une puce neuromorphique, donc qui était basée un petit peu sur le fonctionnement du cerveau humain. Donc très peu de consommation énergétique. Et donc l'idée, c'était de la mettre notamment dans des robots, éventuellement dans des lunettes, dont on a parlé précédemment, des lunettes connectées. Ou des drones, par exemple. Donc tout ce qui a besoin de tirer le moins possible sur la batterie, en réalité, pour avoir une utilisation la plus longue possible. Et en l'occurrence, c'est Snapchat qui les a rachetés. Donc on pense que Snapchat va l'utiliser pour l'intégrer dans les futures versions des spectacles, donc des lunettes connectées. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage, parce que c'était une technologie qui avait l'air d'être très avancée. Il y avait quand même 2 processeurs qui avaient été mis sur le marché, qui avaient commencé à avoir en fait des utilisateurs, des acheteurs potentiels. Et, il faut savoir que ça reposait en plus sur des recherches universitaires françaises de l'école de la vision à Paris. Donc voilà, donc tout ça fait que la société était basée à Paris et Eindhoven aux Pays-Bas. Et puis dans le même temps, un des responsables des produits européens disait en fait, on a 64 sociétés aux États-Unis qui font des puces d'intelligence artificielle, 32 en Chine, 9 en Europe. Ouais. Maintenant, il n'y en a plus que 8. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc c'est un peu triste. C'est triste. Ouais, c'est triste. C'est triste. Mais effectivement, c'est une reconnaissance aussi du côté brillant des chercheurs en IA en France. Et on connaît le montant ou pas? Non, alors j'ai essayé de le savoir. Tout ce que j'ai réussi à savoir, c'est qu'ils avaient levé 25 millions de dollars. Moi, je suppose que c'est plus de 100 millions, mais personne n'a voulu me le confirmer. Ouais. Mais pour une boîte qui aurait pu potentiellement valoir des milliards d'ici quelques années, c'est toujours ça. C'est ce qu'il disait. Il disait que potentiellement c'était une licorne européenne. Ah là là là, ouais, c'est terrible, terrible. Raphaël, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, la fuite des cerveaux ou des technos, hein, il y en a pas mal. Et malheureusement, l'Europe, j'ai l'impression, hein, je sais pas si elle investit moins, toi tu dois avoir plus de chiffres, mais j'imagine que l'Europe investit moins que les États-Unis. Et de ce côté-là, c'est un peu dommage parce qu'on a en Europe des universités qui bossent. Ouais, on investit moins. Mais c'est vrai qu'en revanche, on a un tissu universitaire avec des brevets, etc., qui est très très fort. On oublie souvent, quand même, qu'aujourd'hui, il y a une boîte hollandaise qui est au cœur des microprocesseurs. Sans cette boîte hollandaise, il n'y a pas de gravure. Ouais, bien sûr. Les processeurs n'existent pas. Ouais. Donc, on a une technologie clé en Europe. Il faut aussi regarder ce qui fonctionne. Donc, on a toujours ARM, même si ARM est britannique. Ouais. Donc, on a quand même encore des choses. Ça, c'est sur la partie matérielle. Et puis, sur la partie IA générative, on a aussi des boîtes, je pense à Hugging Chat, qui veut une alternative, qui se veut en tout cas une alternative open source à ChatGPT, qui est assez efficace aussi. Il y a Xavier Niel qui a investi aussi massivement là, dans l'IA. Il y a DocaPost qui vient d'annoncer il y a quelques jours qu'il travaillait sur une IA. Et effectivement, pour essayer de contrer un peu de ChatGPT. C'est ça. Et il y a des projets. En plus, alors, je dis une bêtise ou parce qu'il y a Hugging Chat et il y a un autre projet français dont j'ai oublié le nom maintenant. Mais il y en a un qui a été créé par 3 Français qui reviennent de la Silicon Valley, qui ont bossé pendant des années chez Meta, chez Google, etc., qui étaient vraiment des pointures et qui disent en fait, nous, on veut maintenant créer un modèle de langage français avec cette idée aussi, peut-être j'extrapole un petit peu, mais de faire rayonner la France à l'international. Alors, je pense que c'est bien qu'on... Je me demande si c'est pas Mistral AI, non? Ah, Mistral AI, exactement. Si, c'est ça, absolument. Et en fait, je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir ce discours-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, comme dans d'autres ruptures technologiques, se contenter là, de regarder le match de ping-pong entre les États-Unis et la Chine et nous rester au milieu là, à regarder le match. Donc là, peut-être que les barrières à l'entrée sont encore abordables, on va dire. C'est maintenant qu'il faut y aller, quoi. Alors, technologiquement, les barrières à l'entrée ont l'air d'être effectivement abordables pour les Européens. Le vrai souci, c'est des soucis de capitaux. C'est-à-dire que comme il faut investir beaucoup, avec des projets qui des fois prennent un peu de temps, et nous, on a des investisseurs en Europe et en France qui investissent, mais sur du court terme, à 5 ans. Et donc là, on se relance sur du hardware ou du software qui demande un peu plus de temps, plus d'investissement. Et c'est là, en fait, où ça pêche. C'est pour ça que Grey Matter Labs s'est vendu, par exemple, à Snapchat. Ils n'arrivaient plus à
accès à suffisamment de capitaux pour se développer. Bon, on verra à quoi ressemblent les futurs spectacles de Snapchat. Peut-être qu'elles auront un succès incroyable grâce à une intelligence artificielle conçue par des Français. Et déjà, ce serait une petite fierté. Voilà. Exactement. Bon, merci à tous les deux, c'était passionnant. Merci Raphaël Benteo, journaliste chez Les Numériques. On te retrouve très régulièrement. En plus, tu animes des émissions aussi. Deux fois par semaine. Enfin, on est en direct tous les jours à 11h30 sur Twitch. Et Emmanuel Paquette, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On peut continuer à te lire, évidemment, dans l'Informé. Vous restez avec nous, évidemment, on se retrouve pour la deuxième partie de quoi je me mêle d'ici quelques instants. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.